Mesdames et messieurs, bonjour, merci de la fidélité, merci également de la confiance. Nous sommes aujourd'hui vendredi 23 avril 2021. Votre magazine, un nouveau numéro. Merci à tous ceux qui nous suivent à la radio. Merci également à ceux qui nous suivent partout dans le monde sur notre page Facebook, également sur notre chaîne YouTube. CCTV Ralik officiel. Abonnez-vous donc massivement pour avoir en direct également, suivre en direct nos émissions, pourquoi pas également en différé comme vous en avez toujours l'habitude, vous qui êtes partout dans le monde. Le gouvernement Samalou Konde n'est pas toujours investi. Il était prévu, en tout cas ce vendredi, la présentation du programme du gouvernement. Cela n'a pas été fait. On parle de sources proches de l'Assemblée nationale, des problèmes de logistique principalement, mais aussi également des tractations qui se poursuivent pour convaincre ceux qui se disent des révolutionnaires ou soit des pétitionnaires pour essayer d'investir ce gouvernement Samalou Konde. On parle également de l'Est de la RDC avec l'insécurité. Le président République qui vient d'annoncer en tout cas le début d'une offensive des grandes envergures, c'est les termes employés par Félix Tshisekedi, notamment à l'est du pays, avec l'appui principalement des forces kenyanes. Également, nous revenons sur la Cour constitutionnelle avec ce nouveau président. Il s'agit de Dieudonné Kalouba qui a été élu par ses pairs pour diriger cette haute juridiction de notre pays, la RDC, mais justement avec des contradictions, soit ceux qui contestent également cette élection, principalement André Mata, qui estime qu'il parle d'une certaine irrégularité dans l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle. Nous revenons également avec l'enseignement. L'enseignement avec la gratuité de l'enseignement. Vous avez également suivi l'arrestation à Brazzaville de Willy Bakonga, celui qui était le ministre de l'EPST, mais sortant de l'EPST. Il devrait être extradé. Le gouvernement congolais parle de procédure qui est déjà entamée auprès des autorités congolaises de Congo-Brazzaville, bien évidemment. On en parlera avec nos invités, deux qui sont sur ce plateau de kiosque, mesdames et messieurs. Moïse Moussangana, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Et Moïse Moussangana sera face à Oscar Moudiaï. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être venu avec vous, que nous allons en passer en revue. Le temps pour moi de faire lecture de différents titres de journaux parus à Kinshasa ce matin. Le vrai modérateur depuis hier à Goma, Tshisekedi, pour lancer l'offensive militaire de grande envergure à l'est de notre pays, la RDC. En cavale vers Paris, Willy Bakonga prit la main dans le sac. Le programme d'action du gouvernement Samalou Konde toujours en attente. Congo Nouveau 2023, l'UDPS désigne le 4 vrais alliés de Fachi, paiement de ses anciens collaborateurs à la primature. Bruno Tshibala exhibe le preuve. Et puis également, on va prendre notre journal. Il s'agit le journal du Parlement. Parlement à l'heure de la rupture avec le passé, gouvernement du nom sacré, 23 députés et un sénateur enrôlé par Samalou Konde. Un autre journal également que nous avons reçu ce matin, il s'agit du Impact News de Joël Kalindanga, le faux et usage de faux dans la procuration des documents pour ST en justice Kibali. Ferdinand Drona revient au lieu du crime. Et puis sabotage d'une investiture du gouvernement Samalou Konde, possible dissolution de l'Assemblée nationale par Félix Tshisekedi. Et également, pour terminer, la République, insécurité et terrorisme à l'est de la RDC, l'assaut final en l'air, affaire de détournement à l'EPST. Kinshasa réclame officiellement Willy Bakonga à Brazzaville. Voilà, c'est donc là les différents titres de journaux. Gauthier, bonjour. Bonjour, cher ami. Merci également de nous rejoindre sur ce plateau de kiosque. Merci. Je commence avec Moïse Moussangana. Les obsèques, hein, en tout cas tout près de nous en Afrique, vous avez suivi quand même la mort d'Idriss Déby, le président tchadien. Aujourd'hui, il y a les hommages qui en tout cas lui seront rendus tout à l'heure. Il y a le président Macron qui est sur place. Une bonne dizaine de chefs d'État africains entendus, dont le président de Félix Tshisekedi. C'est un tournant décisif dans l'histoire de ce pays, lui qui a dirigé 30 ans de mettre le Tchad. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut attendre de ces revirements? D'abord, il faut dire qu'avec la mort d'Idriss Déby, c'est le Tchad, comme le disent beaucoup d'analystes politiques, qui entre dans une période de certitude. Parce que, comme vous venez de le dire, Idriss Déby, ça fait 30 ans de pouvoir, c'est-à-dire qu'il a marqué de son empreinte la vie nationale. Oui, il y a les institutions, mais il y avait la personne qui tenait de main ces institutions. Et cette personne-là vient de partir. Bien sûr, les institutions restent en place.
ils vont connaître bien sûr certaines modifications avec les réagissements qui seront faits parce qu'ils vont aller vers un dialogue sûrement. Mais il va manquer une pièce dans ce puzzle là, c'est Idriss Déby. Une pièce importante, surtout dans la crise. Idriss Déby, ce n'est pas seulement le Tchad, c'est un peu la sous-région, avec cette lutte contre le terrorisme. Et je crois que même la France était en train d'attendre pour que, avec le déploiement de 1200 hommes dans la partie des 3 frontières, les gens, les soldats tchadiens étaient déjà là. Ils sont d'ailleurs en train de faire l'air sac pour retourner au pays. Je crois qu'on a besoin d'un peu plus de militaires pour essayer un peu d'assurer l'ordre au pays. Donc il faut dire que c'est quand même une pièce très importante dans ces luttes, dans la lutte contre le terrorisme dans cette partie africaine, donc la partie sahélo-sahélienne. En même temps, son fils qui prend le pouvoir. Oui. C'est une façon de garder un peu la main sur... Bon, je crois que ça se répète un peu, ça, il faut le dire. La RDC a connu cela, bon, les Togo et comme ça. Et bon, j'ai l'impression que tout de suite là, il ne faut pas défaire tout ce qui était construit au niveau du TRIS. J'ai l'impression que le bonze du pouvoir se retrouve peut-être à travers le fils. Mais je crois que les choses vont changer un peu dans quelques temps, parce qu'il faut dire que le Tchad fait d'abord face à une certaine rébellion. Donc il faut garder quand même une certaine unité, une certaine soudure pour pouvoir faire face. C'est pas fini, Idriss est parti, mais la rébellion qui l'a fauché est encore là. Et aujourd'hui, psychologiquement, il a beaucoup plus d'énergie, il a beaucoup plus d'atouts pour pouvoir avancer. Parce que vous savez que Idriss Déby, ce n'était pas un général d'opérette. Exactement. Il était un général au premier plan. Au premier plan. Et voilà. Donc, c'est vraiment une carte, une page très très dure pour les Tchad. Bon, nous allons suivre. On va suivre un peu le près aussi par rapport à l'opposition tchadienne. Je pense que c'est aussi une nouvelle donne qui va. Je crois que la France va essayer de voir les choses. Un petit commentaire sur le Tchad? Oui, juste un petit commentaire d'abord, c'est de l'ordre sentimental. Et ensuite, une analyse par rapport à la situation du pays. Et Tchad étant un pays africain, on va avoir une analyse un peu assez large au-delà de frontières tchadiennes. Donc sentimentalement pour moi, c'est une joie qu'il parte comme il était venu. C'était un dictateur. Et un dictateur, il meurt comme il était arrivé. Donc sa mort ne nous impressionne pas, parce que ça doit donner une leçon à ceux-là qui veulent s'éterniser au pouvoir et qui arrivent au pouvoir par les armes. Donc les dictateurs finissent comme ils finissent, et de manière un peu comme un vulgaire monsieur. C'est vrai aussi, ça relance ces grands débats sur la longévité au pouvoir. Hein. Il n'y a pas que Idriss Déby, vous avez au Cameroun Paul Biya qui est toujours là, Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso toujours là. Toutes ces questions doivent être réglées en même temps. Hein. Bon, c'est aussi un défi pour l'Afrique, l'Union africaine. C'est un défi pour que l'on puisse comprendre que l'on n'est pas éternel sur Terre, qu'on doit un jour partir et qu'on doit penser aux générations futures quand on est au pouvoir. Première chose. Deuxième chose, une leçon, c'est que on ne doit pas installer un régime de fils à papa, donc comme si l'Afrique ériger un système monarchique qui ne dit pas son nom, donc où un père s'en va par un assassinat politique et le fils le remplace. Et voilà, ce mode d'accès au pouvoir à travers le sang nous paraît que c'est un mode de passé. Et enfin, bon, on veut bien aujourd'hui qu'on puisse dire qu'il était une pièce maîtresse pour lutter contre le terrorisme, mais la question qui se pose, le terrorisme, oui, nous devons chacun lutter là où il se trouve contre le terrorisme, mais est-ce que doit-on sacrifier l'Afrique en mettant à la tête du pays des dictateurs au nom de lutte contre le terrorisme? Parce qu'aujourd'hui, regardez avec l'Ouganda, avec de Museveni, on dit on le maintient en place pour assurer la stabilité. Même Kagame aussi, hein. Les Kagame et consorts, c'est comme on disait hier par rapport à la guerre froide. Donc on maintenait les dictateurs en place
pour assurer soi-disant la stabilité, mais la stabilité pour qui? Bon, je crois que l'Afrique ne trouve pas sa part et que les dictateurs doivent partir et comme ils étaient venus et que finalement les nouvelles générations arrivent à tirer des leçons pour dire qu'on n'est jamais éternel sur terre et quand on prend le pouvoir c'est pour penser aux générations futures et que le pouvoir on doit y accéder par voie démocratique et non pas parce que l'on est né d'une quelconque famille. Voilà. Gauthier Sey, un mot par rapport à ça. Il y a aussi un défi par rapport à l'Union africaine, je disais tout à l'heure, parce que là aussi il y a la mise en parenthèse pratiquement de la constitution tchadienne. Là aussi, on n'a pas vu une réaction un peu claire de l'Union africaine également à ce niveau-là. Exactement. Moi, je pense que tout est déjà dit avec les aînés, mais je pense que l'Union africaine... On sent un peu l'embarras. L'embarras, bien sûr. L'Union africaine doit s'activer là-dessus. Et puis la sous-région doit s'y mettre pour établir la paix, parce que vous savez, ce sont les compatriotes tchadiens qui en souffrent. Et je venais de suivre il n'y a pas longtemps qu'ils sont en train de vider presque la capitale pour aller où je ne sais pas. Mais il faut dire qu'un mot sur Driss Déby, c'est pas pour la première fois. En 2020, il a été nommé Marshal parce qu'il avait eu à repousser les Boko Haram. Et il avait une victoire sur les Boko Haram et cette fois-ci à 68 ans, il n'a pas pu. Mais il faut dire que c'est un homme brave, c'est quand même un vrai combattant, un vrai soldat. Au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher, la dictature, au-delà de tout, mais il a pu quand même maintenir les institutions fortes. Donc c'était un peu un mal nécessaire, comme on dit. En quelque sorte, mais je dirais que son fils qui assume maintenant les conseils d'État militaire pour la transition, il faudrait que, comme vient de le dire mon co-débatteur, il faudrait qu'il voie le plus tôt possible comment remettre le pouvoir au souverain primaire et qu'il y ait quand même un président élu du peuple et qui respecte la Constitution. Au besoin de revoir la Constitution parce que ces moments-là de dictature est déjà passé. Il faudrait que tous on se met dans cette école de la démocratie en Afrique. Lui qui venait d'être réélu d'ailleurs, la présidentielle de toute dernière. Pour la 5e fois. La 6e fois d'ailleurs, on dit 6e fois d'ailleurs à ce niveau-là. Voilà, on va parler, comme on parle déjà de Tchad avec terrorisme, on parle aussi de l'Est du pays avec l'insécurité. Vous l'avez tous suivi, l'annonce du chef de l'État, cet assaut final ou cette offensive de grande envergure qui est en train d'être mise en place. Déjà hier, on a quand même observé à Goma principalement une parade de militaires. Je crois qu'il y a des choses qui bougent un peu à ce niveau. Moïse Boussegana, les grands défis de l'insécurité de la partie orientale de notre pays, la RDC, ça se pose encore. Et le président, je crois, dans son annonce, a même dit que nous pourrions avoir l'appui notamment de forces kenyanes. Comment vous analysez un peu ces genres de situations de l'Est du pays? Bon, la situation de l'Est, c'est un peu de tout. Hein. Quand on observe un peu les tralala ces derniers temps des députés nationaux originaires de Kivu qui sont en train de s'activer, qui veulent même sécher, s'ils n'ont pas déjà séché les travaux, parce qu'ils veulent la paix tout de suite là. C'est comme si il y avait dans le pays des forces ou des institutions qui étaient opposées au retour de la paix ou à la venue de la paix dans cette partie de la République. C'est ce que j'appelle ça tralala, parce qu'ils sont membres d'une institution, ils doivent se battre selon les prérogatives de leurs institutions pour qu'il y ait la paix. Mais quand ils se comportent de la sorte, je dis que c'est une irresponsabilité et c'est une même démission de leur part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette guerre de l'Est, ça devient un fonds de commerce pour certains, un instrument politique pour les autres. Donc, et on ne comprend pas, c'est comme si les gens veulent une chose et son contraire. Et effectivement, vous avez parlé de l'annonce du président de la République sur l'arrivée très prochainement des troupes kenyanes. Mais j'entends déjà aussi dans les Kivu principalement, et même dans les chefs de certains députés du Kivu qui repoussent cette idée, qui veulent que la communauté internationale s'occupe de cette histoire-là, alors qu'il y a la communauté internationale au Congo à travers la MONUSCO. On n'en veut pas. Mais je ne sais pas de quelle communauté nationale, plutôt internationale, parle-t-on. Et aujourd'hui, il ne faut pas se voiler la face. Nous savons que notre armée est en pleine reconstruction. Vous
Vous savez que c'est une armée qui est issue des mixages, des brassages et consorts. Donc, elle est tout sauf encore une armée républicaine. On est en train d'y travailler pour qu'on y arrive. C'est un travail de longue haleine. On a besoin d'autres bras pour pouvoir ramener la paix dans ce pays. Ben, tous ces tralala poussent quand même à se poser multiples questions. Donc, vous avez vu même quand le président Bousso a dit que le député, c'est de manière symbolique qu'il a parlé, que les députés doivent déserter les rangs. Vous avez vu bien ce qui a comme levé des boucliers. Et même, il y a même une motion contre Bousso parce qu'il aurait dit ça des députés. Donc, vous comprenez que finalement, nous ne comprenons pas. C'est qu'il n'était pas aussi faux en même temps. Oui, mais on sait bien qu'il y a, dans cette histoire-là, c'est pas aujourd'hui. Kamere l'a dit quand il était président de l'Assemblée nationale. La MONUSCO l'a dit plusieurs fois, qu'il y a dans les institutions congolaises, il ne faut pas se voiler la face, les gens qui jouent la carte de l'ennemi. Aujourd'hui, quand on parle des ADEF, mais ces ADEF-là, ce sont beaucoup des ADEF qui sont créés à partir du Congo. Sous-traités aussi. Oui, sous-traités. Et à un moment donné, on sait que du temps du régime Kabila, on a même crié au Shebab et consorts. On voit bien qu'est-ce que le régime voulait obtenir à partir de cela. Mais quand on regarde bien, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est que ces gens, les soi-disant Shebab et consorts, ce sont des gens qui sont recrutés par les gens qui sont dans les institutions pour venir s'aimer les ordres ici. Et aussi une chose, je vais terminer par là, qui me tique un peu, c'est le fait que le député, on dit autrefois que si on ne met pas dans l'ordre du jour la question de l'Est du pays, vraiment ils arrêtent alors que ça n'entre pas dans leurs attributions. Ça c'est l'attribution du gouvernement. C'est pourquoi il faudrait que les gouvernements soient vite investis pour s'occuper de la chose. Mais quand bien même on a mis en place une commission d'enquête parlementaire, je n'ai pas jusqu'à entendu aujourd'hui les gens soutenir, et surtout à l'Est, soutenir cette commission, alors que elle entre dans les cadres qui sont en train de souhaiter. Pourtant, cette commission, avant même d'entrer en fonction, est déjà menacée. Mais je ne vois pas des gens qui sortent, qui se lèvent debout pour dire que non, écoutez, il faut absolument cette commission. Donc voilà. Donc là, vous ne comprenez même pas aussi l'attitude de Moïse Nyarugabo, par exemple. Oui, je ne comprends pas. Aujourd'hui, on a vu comment Moïse Nyarugabo s'est mis debout de toutes ses forces pour parler de l'affaire Minembwe, comme si cette affaire-là ne participe pas de l'insécurité à l'Est. Mais aujourd'hui, je suis surpris que Moïse Nyarugabo se mette debout pour dire que non, moi, il demande à tous les députés de l'Est de rester en dehors des institutions jusqu'à l'instauration du... Mais ça fait 18 mois, 18 ans, Nyarugabo. Nyarugabo, ça fait je ne sais combien d'années que Nyarugabo est venu avec l'AFDEL. Il n'y a pas d'épée jusque-là. Et c'est aujourd'hui que Nyarugabo trouve non, qu'il est important qu'on sèche le travaux de l'Assemblée nationale pour qu'enfin qu'elle a fait plutôt la paix revienne. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai dit que on est en train d'instrumentaliser cette guerre. On est en train de manipuler les jeunes gens dans les Kivu. On est en train de les manipuler. Donc pour des objectifs qui sont propres à certains manipulateurs, à certains tireurs de ficelles dans l'ombre, on est en train d'entraîner toute une population comme ça dans l'incertitude. Donc voilà, c'est pour dire que vous avez parlé de Nyarugabo, c'est un exemple même que c'est un tralala auquel nous sommes en train d'assister à l'Assemblée nationale. Tu sais qu'il y a, c'est quoi? Les gens sont en train de trouver certaines formules, certaines recettes pour empêcher les institutions de tourner. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On ne veut pas que l'investiture du gouvernement. Donc si le gouvernement n'entre pas... Parce que la question est comment on va avoir la paix? Comment on va avoir... voilà. Donc c'est pour comprendre que dans cette insécurité à l'Est, là,
C'est entretenu, c'est un tout. Oui. Chacun y tire ce qu'il peut y tirer. Donc là, justement, Oscar Moudiaï, je comprends qu'à un moment donné, dans la politique que mène maintenant Félix Tshisekedi, il semble ôter un peu tout prétexte à ceux qui disaient l'insécurité entretenue par le gouvernement, on ne veut pas de la paix, l'armée n'est pas à la hauteur, voilà tout ça. Est-ce qu'on n'est pas en train de ôter finalement les prétextes à ceux-là qui entretient le tirer des ficelles, ceux qui sont tapis dans les institutions de la République aujourd'hui? Écoutez, avec beaucoup plus de satisfaction, appris l'action du président de la République qui fait appel à un pays frère ami de venir soutenir nos forces armées pour bouter dehors l'ennemi. Et donc tout ce qu'on peut dire de ça, c'est qu'il était temps. Il était temps. Et première chose. Deuxième chose, il faut saluer la démarche du président de la République parce que malgré la conjoncture assez difficile, l'on a vraiment l'impression que là, une fois, on a un chef d'État qui sait où il va et qui a les tempos dans son calendrier. Il était temps de changer la donne au sein de l'Assemblée nationale, il l'a fait. Il y a eu la gratuité de l'enseignement, il l'a fait. Et aujourd'hui, il était temps qu'on mette fin à la misère de nos frères et sœurs de l'Est par une intervention musclée. Et nous souhaitons de tous nos voeux que nos frères, amis kenyans viennent nous aider. Et surtout, ce qu'il faut maintenant retenir, c'est qu'il faut tirer des leçons du passé. Il va falloir que tout soit réglé au préalable. Donc je vais parler de la question des factures, comme le disait le feu Étienne Tshisekedi, par rapport à l'intervention des troupes étrangères. Et semble que ces troupes-là seront intégrées dans la brigade d'intervention de la MONUSCO. Donc voilà, qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse savoir qu'ils viennent pour une mission bien précise. Il faut qu'on en détermine la durée et qu'ils soient soumis aux résultats et que l'on sache ce que ça va coûter au pays pour qu'on n'entre plus dans les mêmes difficultés qu'on a connues avec l'intervention des troupes étrangères qui avaient des agendas cachés. Donc maintenant, je pense que tout doit être clarifié et nous devons partir de leçons du passé. Et donc, rester vigilants, mais ce qu'il faut retenir, c'est saluer cette action du président de la République. Et enfin, l'attitude de ceux-là qui en principe devaient être les défenseurs de ces populations, même dans le terme de propositions pour des solutions à cette crise sécuritaire, par exemple. Bon, la difficulté de ce pays, c'est de trouver certaines petites personnes, comme celles auxquelles vous faites allusion, qui maintiennent notre pays en otage pendant longtemps et qui se font passer pour des politiciens, alors que leur attitude de comportement laisse vraiment à désirer. Donc, par un chantage comme ça, sur plusieurs années, nous avons ces petits personnages par rapport aux morts de nos frères et sœurs qui ne devraient pas présenter d'importance pour qu'on s'attarde sur leur petite personne. Maintenant, pour les députés, c'est une faute. Ils devraient comprendre en un seul mot que quand on est député, on n'est pas député par rapport à son village, mais on est député pour la nation. Et donc, dire que nous sommes députés de l'Est, ce serait même contraire à la Constitution et ça dénote d'un esprit qui n'est pas un esprit républicain. Donc, quand on est député, on ne doit pas parler de l'Est parce qu'on est de l'Est, mais on doit parler de l'Est parce que l'Est fait partie du pays et que même les députés d'autres provinces devraient parler de l'Est, pas au sens des boycotts et des institutions, parce que ça voudrait dire qu'on pointerait des responsabilités internes. Parce que si on dit qu'on ne participe plus à nos activités de l'Assemblée jusqu'à ce qu'il y ait la paix, ben, qui doit apporter cette paix? C'est comme si on se décharge de sa responsabilité sur une seule personne, en espèce qui est le président de la République. Pourtant, on est une institution deuxième de la République, comme l'Assemblée nationale, après le président de la République, et c'est eux qui devraient accompagner la politique du président de la République pour bouter l'ennemi dehors. Mais au moment où on le fait, ils disent, bon, nous boycottons. Alors, je trouve ça très irresponsable pour qu'on puisse s'y attarder. Merci beaucoup.
Gauthier, un mot sur là. Mais il y a Thomas Olbanga, par exemple, qui parlait, il faut, pour le cas d'Ilturi, entrevoir, par exemple, la force Artemis à l'époque, ce genre d'intervention militaire à l'époque avec la France, qui a pu mettre un peu de la calmie dans cette partie du pays. Est-ce que ces mécanismes-là ne peuvent pas aussi être enclenchés, mis en œuvre, par exemple? Exactement, mais avant que j'y arrive, je voudrais d'abord mettre passer un mot sur ce qu'il y a des députés. Les députés nationaux sèchent les plénières, c'est un moyen de pression sur les gouvernements exécutifs qui va arriver, mais aussi sur, il y a une équipe qu'on a mis sur pied pour enquêter là-dessus. La commission, là. Une commission, voilà. Une commission qui ne doit pas, dans la composition, il n'y a pas des originaires de l'Est. De l'Est, bien sûr. Pour justement ne pas dire juge parti en même temps. Juge parti, voilà. Oui. Et c'est un moyen de pression. Je ne vois pas, parce que quand vous suivez la demande, ils ont demandé à tous les élus de la République, ceux qui sont solidaires avec ce qui s'est passé à l'Ituri, dans les provinces de l'Est, là, vers le nord, sud, qu'ils soient solidaires, qu'ils sortent. En d'autres termes, c'est comme tel que Fayoulou est en train de demander qu'il puisse marcher ce samedi pour prouver sa solidarité avec les amis qui sont en train de mourir à l'Est. Je ne vois pas ça dans le sens de boycotter l'institution de la République. Mais justement, comment comprendre ces moyens de pression? Vous dites, on sort, on ne veut même pas investir ce gouvernement, mais quand est-ce que si le gouvernement n'est pas investi, comment ça va le Conde peut maintenant avoir des moyens pour intervenir, pour trouver des solutions à la crise sécuritaire? C'est ça le problème. Non, le problème du gouvernement, là, c'est un autre problème. Oui. Là, c'est un problème des pétitionnaires qui estiment qu'ils ont donné leur vie pour avoir ces gouvernements et avoir la majorité actuelle de l'Union sacrée et qui devaient être récompensés. Là, c'est un autre problème qui ne concerne pas les élites de Ituri, de la Sud Kivu, qui ont demandé la solidarité des autres pour sécher quelques plénières. Je pense qu'ils ont parlé de 3 ou 4 plénières. Ils ne vont pas sécher pendant toute la session. Alors qu'il était prévu qu'aujourd'hui, par exemple, il y ait une présentation de programme du gouvernement, ça n'a pas été fait parce que seulement... Ça n'a pas été fait, pas seulement parce qu'eux, ils ont demandé des sécher. Entre autres, mais c'est seulement parce qu'il y a d'abord des problèmes en interne au niveau de l'Union sacrée. Ça, nous devons soulever ces problèmes. Ça, c'est un autre point. Il y a des députés qui se disent pétitionnaires. Les 138 députés qui ont signé la pétition contre le bureau Mabunda, qui ont occasionné le basculement de la majorité. Entre guillemets, ils étaient débauchés, entre guillemets, sur base des promesses. Et aujourd'hui, et tous voulaient faire partie du gouvernement, donc ils s'attendaient à un gouvernement de 300-400 membres. Et aujourd'hui qu'on a réduit les membres, et ils se sentent frustrés, et ils font pression, et d'autres attendent des jeeps, comme on a attendu deux autres les dire. Donc là, c'est un autre problème. C'est lui des amis de l'Ituri. Ils ont demandé juste la solidarité pour sécher les plénières, une façon de faire pression sur la commission et tout ce que... Et ceux qui ont signé, qui ont initié la pétition contre Mbosso, moi je salue cette action. Mbosso, en tant que deuxième personnalité du pays, comme venait de le dire l'aîné, il y a Kameri qui a parlé de ça à un moment, qu'il y a des députés qui tiraient des ficelles, il y a la MONUSCO. Mais qui sont ces députés? Il faut les citer. Il faut les citer, s'ils ont des preuves, qu'ils déposent ça à la place au niveau des instances juridiques compétentes, afin qu'on puisse traquer ces députés. Pourquoi s'arrêter seulement à nous laisser dans un super... Je pense que tous ces problèmes-là, moi, je pense, étaient pris en compte par la commission, j'imagine. Certainement, ça sera traité, mais pour les cas d'Mbosso, je pense, il doit arriver jusqu'au bout de sa logique. S'il a des éléments, qu'il mette ces éléments à la place, au niveau, à la place, comment on appelle, aux instances. Mais il faudrait dire, pour arriver, pour ce qui est de l'Est, c'est vrai, c'est une guerre asymétrique. Et la guerre asymétrique, il faudrait dire que ça ne se règle pas tel qu'on veut y aller avec l'armée kenyane. Souvenez-vous, cette armée a été invitée aussi à Somalie pour l'affaire de Al-Shabaab, et on connaît tous les résultats. Et en Afrique, nous connaissons quand même les armées qui ont pu donner quelque chose quand ils vont en renfort. Mais pour ce qui est de l'armée kenyane, je pense que c'est pas une bonne stratégie de les faire venir. La première des choses qu'il fallait faire d'abord, il faudrait commencer par reconstruire notre armée. C'est une armée purement infiltrée. N'est-ce pas? Il faudrait d'abord, parce que comment vous pouviez comprendre qu'il y a des stratégies qui se font ici à Kinshasa, mais déjà les ennemis sont informés.
C'est des choses qui sont connues. Ce sont des choses connues et ce sont des choses qui s'effondrent. Mais les temps nous pressent. Les temps nous pressent. Les morts, les temps nous pressent. Les guerres, les tueries, bien sûr. Mais il faudrait d'abord, quand vous allez à l'Est, là, les communautés ne vivent pas ensemble. Les communautés sont presque divisées. Et c'est difficile de mettre deux communautés ensemble, de parler un même langage. Et l'ennemi profite de cette division. Donc il y a beaucoup de travail qu'il faudrait commencer, mais faire venir une armée comme ça, je pense que les résultats, on ne s'attendra pas aux résultats immédiatement. Pourquoi? Parce que on utilise ces détracteurs ou ces inciviques-là, utilisent que nos propres frères, instrumentalisent que nos propres communautés. Ce sont des problèmes internes à régler. Ce sont des problèmes internes. Il faudrait d'abord commencer par résoudre les problèmes des communautés et commencer aussi par... C'est qu'il faut aussi commencer quelque part, on va pas attendre. Oui, mais faire venir l'armée, moi je me dis, on ne s'attendra à rien. Pourquoi? Parce que nous savions ce qui s'est passé à la Somalie, c'était presque le même problème. Et quand ils ont résolu leurs problèmes en interne, et par après la Somalie ne parle plus des morts. D'accord. Un petit commentaire. Donc notre ami qui vient d'intervenir, je note une contradiction quand même dans son propos. Si l'on admet que les députés, alors qu'ils sont en faute pour boycotter la plénière, afin de faire pression, dit-il, mais pression sur qui? Quand on est institution soi-même, et on va faire pression sur qui? Alors, si l'on veut faire pression, ben, à ce moment-là, ça veut dire qu'on pointe du doigt certaines autres institutions en responsabilité, alors que face à une guerre, on doit rester dans ce que l'on appelle l'union sacrée. Donc, tout le monde doit rester uni comme un seul homme pour botter l'ennemi dehors. Donc, on ne peut pas dire qu'on doit faire pression, et en même temps, on ne doit pas dire qu'on est député d'un coin, parce que quand on est député national. Et dire que nous, députés de l'Est, nous, députés d'Ituri, c'est une faute. Alors, Fayoulou doit appeler à une marche de solidarité, donc on doit arrêter de plaisanterie. Ça, c'est une irresponsabilité. Et ce n'est pas par une marche dans la capitale que l'on doit arriver à mettre fin à une guerre qui dure depuis plus des années. Donc cette approche-là de complaisance et de l'ordre purement politique pour s'attirer un peu une visibilité, je crois que c'est une irresponsabilité. Et enfin, quand on dit qu'il ne fallait pas qu'on fasse venir l'armée kenyane, je ne sais pas si notre ami est spécialiste en stratégie militaire, mais l'on sait que pour mettre une armée en place, il faut compter pas moins de 5 ans. Et donc, si le président de la République a un mandat de 5 ans qui a appelé à sauver l'Est, doit attendre que notre armée puisse être reconstituée. Et je crois que notre ami, je ne sais pas, il dit une chose et le contraire, dans la mesure où on attendra que nos frères soient totalement exterminés pour que finalement nous ayons une armée. Donc, on a fait venir une armée étrangère, même si elle n'est pas peut-être efficace que d'autres armées, par exemple l'Angola. Mais qu'est-ce qu'à l'Est, on veut quoi? On veut qu'il y ait des troupes qui font, comme la police, des rondes pour dissuader l'adversaire, parce que les gens qui viennent tuer, ils viennent comme des petits voleurs dans la nuit, un petit groupe. Et s'il y a une présence militaire, je crois que ça va dissuader et conduire à une sécurité au niveau de l'Est, parce qu'on a juste besoin qu'il y ait la présence militaire et policière qui veille, qui fait la ronde pour que les petits groupes comme un voleur n'arrivent pas la nuit et égorgent les gens et s'enfuient. Donc que l'armée soit invitée, voilà. Nous devons saluer cela. Merci. Je voulais juste ajouter un petit mot là, parce que vous savez, c'est ça notre défaut dans ce pays. Tout le monde est connaisseur dans tout. Tout le monde est spécialiste dans tout. Dans tout. Vous avez des gens qui critiquent Mouyembe, alors qu'il ne sait même pas définir un virus, mais ils critiquent Mouyembe. Donc vous voyez, c'est ça un peu. Le problème ici n'est pas est-ce que l'armée kenyane est aguerrie et comme ça. Non, mais ce sont des armées aussi qui sont habituées sur certains terrains. Parce que Gauthier a parlé. Il y a eu là quoi? Il y a eu du terrorisme. Donc c'est une armée qui a été déjà confrontée à la lutte contre le terrorisme. Vous savez que les Chebabs sont entrés jusque dans le Kenya. Ils ont fait des dégâts
terrible. Et depuis un certain temps, il n'y en a plus. Ça veut dire que quelque part, ils se sont aguerris dans quelque chose. Et nous parlons des terroristes à l'Est. Mais il y a une raison de plus pour y recevoir une armée qui peut être aguerrie en cette matière. Parce qu'on le veuille ou pas, qu'on reconstruise notre armée ou pas, nous tous nous voulons avoir une armée. Parce que le jour que le Congo sera debout sur ses pieds, le jour que le Congo aura une armée qu'il faut, je crois que nous allons imposer du respect à tout le monde qui nous environne. Mais en attendant, on fait quoi? Donc quand on parle des terroristes à l'Est, les Kenyans ont quand même une petite expérience en cette matière-là. Mais soyez-les, on va le voir. Et allons-y. Et puis par après, il y a certaines choses. Hein, parce que je crois que tout ce qui nous arrive, c'est de notre faute nous-mêmes, nous peuples congolais. Qui avons-nous envoyé au palais du peuple? Comment quelqu'un peut venir député de son État? Il vient, il dit, on devait nous récompenser. Bon. Pour récompenser, pour avoir fait quoi? Ça c'est marrant. Hein? Mais c'est pas possible. Mais c'est-à-dire que si ces gens-là ont adhéré à l'union sacrée de la nation, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé qu'ils étaient devant un mur avec les FCC. Donc pour que tu changes pour ton pays, on doit te récompenser. Non, non, non. C'est pourquoi je soutiens une campagne que veut mener, je crois, une ONG, consort. On doit répertorier les listes de tous ceux qui veulent être récompensés là. Ils sont 138. Oui, et puis, et demain, donc, est-ce que quand on les récompense, on récompense aussi leurs électeurs? Si on leur donne une Jeep, dans cette Jeep-là, tous les ressortissants de Walikale, tous les ressortissants de Ouvira vont utiliser cette Jeep parce qu'il lui a été récompensé. Donc voilà un peu cette légèreté, hein, cette indignité. Donc nous avons voté les gens pour notre propre malheur, des gens indignes, des gens infâmes, des ignobles. Les mots sont durs. Hein? Oui. Non, non, mais c'est le cas de les dire. Voilà. Donc, cela voudrait dire que la société civile, demain, pour les élections qui vont venir, il doit savoir éduquer la population de telle manière que cette population sache pour qui elle va voter. On ne va pas voter quelqu'un parce qu'il t'a donné un verre de bière, un verre de sel, un verre de haricots, un morceau de paille, un polo. Mais on va voter quelqu'un parce qu'on pense que ce type-là incarne mes aspirations. Très bien. Donc voilà. Ce qui est vrai aussi, hein, il n'y a pas que tous sont mauvais ou infâmes, mais aussi il y a certains qui aussi sortent du lot, hein, quand même, il ne faut pas prendre tout. Mais on va évoluer, Routier. Mettons votre temps d'antenne, vous allez peut-être essayer de voir, mais on va prendre la Cour constitutionnelle avec l'élection de Dieudonné Kalouba. Oscar Moudet, vous avez la parole. Il a été élu par ses pairs, président de la Cour constitutionnelle. En tout cas, pour certains, c'était sans surprise. On le sait plus ou moins comment ça va être. Mais la contestation de cette élection, on parle de certaines irrégularités. J'emprunte les mots d'André Mbata, qui est d'ailleurs de l'UDPS, élu de l'UDPS. Votre réaction par rapport à cette... Est-ce qu'elle a été irrégulière ou régulière selon les termes de la loi, bien sûr? Ben, écoutez, j'ai suivi M. André Mbata qui dénonce l'élection du président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kalouba, et laquelle élection je salue cela parce que, bon, Kalouba, au niveau de ses compétences, il n'y a aucun doute là-dessus, je le connais depuis plus de 20 ans, c'est un garçon brillant. Bon, de ce côté-là, on peut que saluer qu'il y ait un sang neuf et nouveau comme celui-là. Maintenant, quand on invoque l'irrégularité, j'ai suivi André Mbata qui estime, le tirage de sort, hein, qui estime que l'irrégularité serait due au calendrier puisque dans peu il y aura tirage au sort. Mais ça, ce n'est pas une irrégularité. Quand on parle de l'irrégularité, c'est par rapport à une loi. Et en l'espèce, il invoque l'article 40. Mais je ne veux pas lui prêter une mauvaise foi.
Parce que quand on a une responsabilité comme André Mbata dont la voix porte par rapport à la notoriété proclamée, malheureusement, il est souvent dans une sorte de monolithique, parce que quand il y a un débat scientifique, ça doit être contradictoire. Il doit accepter les contradictoires au lieu de pouvoir s'ériger en monopole de la science et en contestant aux autres, n'est-ce pas, la contradiction et en se refusant d'accepter cette contradiction. Donc, l'article 40 qu'il invoque, il ne l'a pas lu jusqu'à la fin. L'article 40 dit quoi? C'est l'article 40 de la loi numéro 13/026 du 15 octobre 2015. Il dit qu'il y a deux passés, donc parce qu'il faut pourvoir au poste, il était temps de pourvoir au poste du président de la Cour constitutionnelle, parce que avec l'empêchement et la démission de l'ancien président Luamba, et il y avait un vide. Et l'article 40 dit que l'empêchement ne peut pas aller au-delà de 6 mois. Avec raison, André Mbata considère qu'on serait allé au-delà de 6 mois. Sauf qu'il s'arrête sur ça. Est-ce par mauvaise foi? Est-ce par une manipulation politique? Ou est-ce par une insuffisance d'ordre scientifique? Bon, moi je considère qu'il est beaucoup plus connu comme un scientifique et comme un professeur. Et donc, il aurait dû... aussi, hein, il faut quand même rappeler. Oui, il aurait dû continuer. Parce que la même loi invoquée, le même article, donne la solution. Le dépassement n'est pas une violation. Le dépassement est prévu. Et en cas de dépassement, on dit quoi? On passe aux élections. C'est ce que le même article dit. Alors, dans ce cas-là, on est passé aux élections et on dit on passe aux élections conformément, on renvoie à l'article 9. Et ici, nous aurions voulu que le professeur André Mbata, qui est célèbre par ailleurs, puisse indiquer en quoi l'élection de Dieudonné Kalouba aurait été irrégulier. Mais si c'est sur le pied de l'article 40, il l'a lu de manière partielle. Avec des lunettes qui lui sont propres. Autre chose qu'on est en train de dire, le président de la Cour constitutionnelle est d'office le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et de ce point de vue, on estime que Dieudonné Kalouba, c'est un avocat. On le sait, il n'est pas un magistrat de carrière. Mais comment ça va être à ces niveaux-là? C'est ça aussi le problème. On est en train de reprocher. Mais la question que vous posez, je réponds à cette question et comme ça c'est bon. Donc la question qui est posée, se poser la question comme cela est une bonne chose, mais la question, est-ce qu'il est dit que pour être président du Conseil supérieur de la magistrature, il faut être magistrat de carrière? C'est ça la question. Pourtant on dit, quand on est président de la Cour constitutionnelle, on est d'office et qu'il est admis qu'on peut devenir magistrat à la Cour constitutionnelle sans être nécessairement magistrat de carrière et donc comme membre du barreau. Et Kalouba était un membre du barreau. Premier critère et deuxième critère, on peut être professeur et Kalouba c'est un professeur. Voilà, il remplit toutes les conditions. Vous savez, on rentre un peu dans les train-train congolais avec l'histoire de Kalouba, comme venait de dire Oscar et comme ça. Mais quand on dit que quelque chose est irrégulier, c'est irrégulier par rapport à quoi? Par rapport à ce qui est régulier. Mais montre-nous ce qui est régulier et qui a été violé. Mais tout le monde qui conteste l'élection de Kalouba ne montre pas ce qui est régulier. J'ai suivi un avocat hier sur Okapi. Il cite l'article 2, l'article 3. Mais quand vous rentrez à l'article 3, je voudrais dire de la loi portant orientation et fonctionnement, on vous dit comment les membres de la Cour constitutionnelle sont nommés. 3 par le président de la République, 3 par le Parlement, 3 par le Conseil supérieur de la magistrature. Vous allez à l'article 3, si je ne m'abuse, on dit conditions pour être membre de la Cour, être congolais, être juriste ou avoir une expérience politique de 15 ans. Et quand vous allez à l'article 5, ça devient encore plus intéressant. On vous dit que 6 membres de la Cour constitutionnelle doivent être juristes, donc magistrats, ils doivent être, ils doivent venir du barreau ou venir de l'enseignement universitaire.
Mais quand vous passez au crible toutes ces conditions-là, Kalouba les remplit. Et nulle part dans les textes, on dit que le président de la Cour constitutionnelle doit être forcément un magistrat de carrière. Ce n'est pas dit. Mais on vous dit que pour être juge de la Cour constitutionnelle, vous devez être ceci. Et il y a de nos juristes qui peuvent faire aussi partie de cette cour. Ouais. C'est l'exemple de Bagnacourt, le prof Bagnacourt. Politologue d'ailleurs. Politologue, il n'a pas été piètre. Par contre, ses interventions ont été d'une certaine lumière pour l'opinion en ce qui concerne cette cour. Donc je crois que les gens sont en train de bafouiller. La question qui se pose, c'est celle-ci. On ne veut pas peut-être la dire. On ne veut pas peut-être les dire directement, mais on cherche des faux fouillants. Le problème qui est là, c'est que Kalouba est du Kassa, comme le président de la République. Mais c'est ça. Mais non, on peut le dire, mais c'est que... On ne veut pas les dire. L'avantage, c'est on ne veut pas les dire. Si tel serait le cas, ça serait triste. Ouais. Bon, on ne veut pas... C'est ça tout le problème, et que le président de la République veut mettre la main sur... Mais il y a un enjeu important politique. On peut lui refuser. Mais écoute, qui c'est l'ancien premier ministre français qui est Laurent Fabius est passé du gouvernement à la Cour constitutionnelle. Il a même un président aujourd'hui. Donc, écoutez, ne n'inventons pas la roue. Tout le problème, c'est sur base des petites considérations, des considérations mesquines. Ce qui est important, c'est que qu'est-ce que Kalouba peut être capable de faire. Voilà. Et Kalouba s'est révélé dans le procès extrêmement célèbre de la République. Oui, et les gens ont vu de quoi peut être capable cet homme. Je crois que il faut juger aux actes Kalouba, et Kalouba ne prendra pas des actes une toute personne. Kalouba va prendre des actes de l'Assemblée plénière. Il va les assumer. Donc voilà, je crois que ce sont des faux fuyants. Et on termine l'émission avec vous. Des commentaires à ce niveau-là. Il récompense pour lui. De parole. Non, vous avez suffisamment de temps. Je voudrais d'abord fixer une chose. Nulle part, j'ai dit qu'il ne fallait pas faire venir l'armée kenyane. Plutôt, j'évoquais les problèmes. Il fallait commencer quelque part avec les communautés qui sont divisées et qui trouvent quand même un terrain assez bien pour moi. Mais pour ce qui est des Kalouba, les aînés parlent de l'irrégularité, mais Mbata a soulevé aussi un point important. Il dit que bientôt là, ça sera les tirages au sort. Je pense d'ici la fin du mois. Et maintenant, il s'est questionné en disant, s'il y a tirage au sort et que les présidents élus, nouvellement élus, est tiré, on répond encore les élections. Donc pour lui, je peux vous répondre sur une seconde. Vous avez parlé de l'irrégularité. J'ai la vidéo de Mbata. Il s'est questionné sur le plateau, je crois, des Bossol aussi, la vidéo sur qui il y a un tirage au sort d'ici la fin du mois, où la présidence doit envoyer une personne, les parlements, la magistrature, et maintenant, ce tirage au sort-là, il peut être retiré. Il y a déjà dépassement. Et pourquoi cette précipitation pour élire un président? Pendant que nous attendons... Mais la loi dit que la loi dit pas qu'il ne peut pas le faire. C'est ça tout le problème. La loi... Je sais le problème. Il ne faudrait pas... Est-ce qu'on peut vous prendre une seconde dans votre temps de parole? Je crois que là, on va faire de la doctrine peut-être constitutionnelle. Laissons le dire prendre le temps aussi. J'étais calme. C'est intolérant. S'il vous plaît, monsieur Scar. Pour que ce soit intéressant, on peut être en interactif et je réponds en une seconde. Bon, qu'est-ce que dit l'article 40 que M. Mbata a invoqué? C'est l'article 40 de la loi pour l'organisation. L'article 40, si vous continuez la lecture, dit dépasser ce délai. Donc les délais, on peut le dépasser. Et la loi prévoit qu'une fois qu'on a dépassé le délai, il est pourvu au remplacement du président. Et donc c'est pour cela qu'il était nécessaire qu'on puisse pourvoir au remplacement du président pour combler le vide. Première chose. Deuxième chose, maintenant avec les si, on mettrait Paris dans une bouteille du thon. Donc, qu'est-ce qui garantit au professeur Mbata? Ça, ce n'est plus de la science. Ça devient un peu des histoires de l'église, hein, si on est prophète. Donc, qu'est-ce qui garantit au professeur Mbata de dire que
c'est Kaloba qui sera tiré au sort. C'est une hypothèse qui peut dans cette hypothèse-là, mais on reviendra à la loi parce qu'à ce moment-là, il y aura un vide et on va pouvoir au vide. Naturellement. Donc, il n'y a pas une irrégularité. Donc, quelque part, il avait raison. Des inquiétudes. Non, aucune raison. Moi, je dirais. Qu'est-ce qui nous garantit que c'est Kaloba qui sera tiré? Voilà. Au cas où Kaloba sera tiré au sort, il y aura un vide et on va passer encore aux élections. Très bien. Donc, on ne peut pas dire. Peut-être ça de la précipitation. Oh non. Lui, il voulait qu'on attende. Si vous permettez, au nom de. Je vous ai fini une seconde. Au nom de continuité de service public. Au nom de continuité de service public, il serait irresponsable de la part du professeur Mbata de considérer qu'on laisse un poste de président vide pour finalement par risque que... D'accord. Voilà. Vous avez terminé, oui. C'est irresponsable de sa part. C'est inadmissible. Pas douter des compétences du nouveau président. Oui. Nous connaissons. Mais moi, je dirais que déjà, les départs n'étaient pas bons. Avec la nomination, vous savez, il y a 2 juges qui ont saisi, c'est pas moi, d'autres instances, parce qu'ils ont été remplacés d'une manière selon irrégulière. Non, c'est des juges ne les avait pas remplacés. Donc, vous voyez déjà, on va de problème en problème. Et la manière dont les choses se passent, on comprend déjà qu'il y a une même politique qui fait avoir les contrôles de la Cour constitutionnelle. Et on va de violation en violation. Moi, à mon avis... Mais on a violé quoi? Violer, c'est violer une loi. Non, quelle est la loi qui a été violée? Déjà, quand on remplace, il y a une démission d'un juge, mais on remplace 3 juges. Or, nous sommes dans la continuité des affaires de l'État. L'institution président de la République ne devait remplacer que Louaba. Mais ils sont allés jusqu'à remplacer 2 juges qui revenaient de la magistrature suprême. C'est pas de la violation, ça. Donc, moi, je pense pour ces cas, il faudrait quand même qu'on attende les tirages. Et vous n'avez passé de la Cour constitutionnelle? Non, attends. Vous n'avez passé de parce que Kabila l'a fait, on doit marcher sur les traces. Merci Gauthier Sey, merci Moïse Moussangana, merci Oscar Moubiaï, merci en tout cas à vous qui avez suivi cette émission. Mesdames et messieurs, c'était intéressant ces débats, on va poursuivre très prochainement. Portez-vous bien et surtout bonne suite de programme sur votre chaîne CCTV.